Donc Buster Keaton est né en 1895, soit précisément la date de naissance de la première projection publique payante du cinéma en France par les Frères Lumière. Et il a une carrière très tôt, hein, puisque dès l'âge de 3 ans, il est embauché par son propre père dans des spectacles qui sont au départ des spectacles de cirque et d'acrobatie. Et on le surnomme Buster du fait que c'est un casse-cou et que son père s'amuse à le balancer dans le public littéralement. Et c'est quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, connaît toute l'agilité et l'acrobatie dont il va faire usage dans sa carrière future. Il s'initie très vite au cinéma, il tourne un très grand nombre de courts-métrages et il s'invente un personnage exactement comme le fera Chaplin plus tard, hein, avec son canotier. D'ailleurs, la scène où il essaie un grand nombre de chapeaux, c'est une scène où il retrouve par moment le personnage qu'il a joué jusqu'à présent. Donc avec ce petit chapeau qui est mis un petit peu de travers, et il est surnommé l'homme qui ne rit jamais, parce qu'effectivement dans aucun de ses films on ne le voit jamais sourire, ce qui est un de ses traits distinctifs. Il est toujours complètement impassible. Sa carrière est assez difficile, il fait un certain nombre de longs métrages, mais les films n'ont pas beaucoup de succès en réalité. Et en 1928, il sort d'un de ses grands chefs-d'œuvre. Il a tourné Le Mécano de la Générale, qui est un film qui se passe cette fois sur des trains qui se poursuivent lors de la guerre de Sécession, qui a eu un budget vraiment important et qui n'a pas du tout eu le succès escompté. Donc c'est vraiment un gouffre financier. Et on est en 1928, un an après l'avènement du cinéma parlant. Le cinéma parlant vient d'arriver. Et Buster Keaton se sait dans une mauvaise posture parce que le paysage cinématographique est en train de changer. Il est sous surveillance parce qu'on sait que pour lui, un film, c'est un scénario, c'est un point de départ sur lequel il improvise beaucoup, et il a tendance à largement dépasser ses budgets et à improviser sur scène, à trouver des idées en fonction de tous les objets qu'il trouve. On le voit régulièrement dans le film, hein. Un tronc d'arbre, un bouquet, une corde, tout ça, c'est à chaque fois le prétexte à des acrobaties et à des inventions visuelles. Et donc, vous l'avez peut-être constaté, mais ce n'est pas lui qui réalise le film, du moins officiellement. C'est réalisé par un réalisateur qui s'appelle Reisner, qui a déjà travaillé notamment pour Chaplin, pour Le Kid par exemple. Mais on sait qu'en réalité, les mémoires le prouvent et tous les témoignages, Reisner était plutôt considéré comme un assistant en réalité de Buster Keaton qui gérait absolument tout sur le tournage. Son beau-frère, qui jusqu'alors a géré sa carrière, est en train de prendre ses distances avec lui et le surveille de près pour vérifier que le budget n'est pas totalement dépassé. Le tournage donc va se réaliser un petit peu sous tension. Au début, ils ont prévu de faire une scène d'inondation à la fin, mais en fait en 1927 il y a eu de très graves inondations aux États-Unis, et donc on trouve qu'il n'est pas de très bon goût de rappeler au public ce genre d'événement, et donc on le transforme en cyclone. Le budget au départ est de 200 000 $, et en fait la scène finale du cyclone va doubler le budget, puisqu'ils vont avoir des tas d'idées, mais qui vont nécessiter évidemment des effets très spectaculaires. Buster Keaton fait toutes ses acrobaties lui-même, hein, il n'est jamais doublé, et la plupart du temps elles sont réalisées sans trucage, ce qui explique aussi évidemment des tournages à haut risque, et on en voit très souvent des exemples, hein, ici à l'écran. Pour la scène pour la tornade, ils ont employé 8 turbines d'avion qu'ils ont fait fonctionner. Donc heureusement que c'est un film muet, ça faisait un bruit absolument incroyable. Et donc toutes les scènes où on le voit lutter contre ce vent puissant, c'est des scènes où il était réellement confronté à cette puissance d'air qui était envoyée sur lui. Et tout ce qui se détruit, etc., il y est réellement confronté. Et la fameuse scène, hein, donc les maisons sont soulevées par de grues, par exemple. Quand il est suspendu à un arbre, il l'est réellement. Et la fameuse scène où la façade lui tombe sur le corps sans qu'il en sort indemne, c'est une cascade qu'il avait déjà réalisée dans un de ses courts-métrages qui s'appelle La Maison démontable, sauf que là, la façade est beaucoup plus grande. Hein, la façade fait 8 mètres, elle pèse 2 tonnes, et ils font de nombreuses répétitions avec des mannequins. Il a à peu près 10 cm de marge de manœuvre de chaque côté d'épaule. Et tous les techniciens sont extrêmement inquiets. On sait qu'il y a un très grand nombre de techniciens qui décident de quitter le plateau au moment du tournage parce qu'ils ont vraiment peur d'assister à la mort de l'acteur. Et ils sont pas très confiants parce que Buster Keaton va très mal à ce moment-là.
Et ils savent, une grande partie de son équipe, de ses fidèles, savent qu'il est un peu prêt à tout pour voilà, faire la cascade la plus incroyable. Et pour eux, c'est vraiment extrêmement risqué et il a des chances d'y passer. Donc, c'est réalisé en une prise et ce que vous voyez, donc, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est vraiment ça. Et en plus, justement, là aussi, il arrive à rester totalement impassible, comme s'il ne se passait rien et à passer à la cascade suivante. Donc, tout le tournage se déroule de cette manière. La jeune Kitty, qui est jouée par Marion Byron, a 16 ans. Elle est extrêmement jeune et elle ne sait pas nager. Donc, durant les scènes où elle tombe dans l'eau, elle est doublée par Louise Keaton, qui est la sœur de Buster Keaton, puisque toute la famille est experte en la matière. Et c'est elle qui va plonger dans les eaux glaciales de la Sacramento River, qui sont très très froides à l'époque. Et il semblerait que la seule manière de se réchauffer était de boire un bon coup avant de sauter à l'eau. Voilà. Et donc le film sort dans une relative indifférence. C'est une fois de plus vraiment un bid commercial. Et Buster Keaton va encore réaliser un film en 1928 qui s'appelle Le Caméraman, qui est aussi absolument extraordinaire. Et après ça, il est lâché par les gens qui le soutenaient habituellement. Et il décide de signer pour la MGM, qui est un grand studio. Jusqu'à présent, il était en totale indépendance financière. Et ses deux amis, Harold Lloyd et Charlie Chaplin, lui déconseillent vivement de le faire. Il le fait quand même et il confesse que ce sera la plus grande erreur de sa carrière, puisqu'il va perdre toute indépendance artistique. Et en plus, le studio va lui piquer tous les collaborateurs qu'il avait pour les envoyer sur d'autres films. Et après ça, c'est terminé pour Buster Keaton. Il a même pas 35 ans. Et il va devoir répondre à des exigences et il va devoir faire des films parlants dans lesquels il n'est absolument pas à son avantage. Et il va avoir une carrière comme ça où il va tomber complètement dans l'oubli. Et ce n'est qu'en 1952, Charlie Chaplin, dans un de ses derniers longs métrages parlants, qui est Les Feux de la Rampe, qui est un très beau film sur justement la fin de carrière des clowns et une réflexion très, très mélancolique sur le monde du spectacle, qui va embaucher Buster Keaton et ils vont avoir un duo très beau et qui parle évidemment de leur sort à Hollywood. Et donc Buster Keaton, sa femme va divorcer, elle va faire changer le nom de ses enfants pour vraiment ne plus rien avoir à voir avec lui. Donc c'est quelqu'un dont la vie devient vraiment de plus en plus triste. Il fait des publicités, fait des films que personne ne regarde. Et ce n'est donc qu'en 1960 qu'il va avoir un Oscar d'honneur pour toute sa carrière, où on reconnaît quand même tout ce qu'il a pu faire pour le cinéma. Et il meurt en 1966. Le film que vous voyez là, qui a été entièrement restauré il y a 2 ans, on n'est même pas sûr que ce soit la version de projection. Ces films ont disparu. À l'époque, on n'avait pas du tout la même méthode de conservation. Et il y a un très grand nombre de films muets qu'on n'a jamais retrouvés parce que les négatifs n'ont pas été archivés de manière correcte. Et James Mason, qui est un très grand acteur, a acheté la villa qu'habitait Buster Keaton, et un beau jour a trouvé, durant la fin des années 60, a trouvé une malle dans le grenier avec un très grand nombre de copies de travail de films de Buster Keaton qui avaient été complètement oubliés. Et c'est à partir de ces négatifs-là qu'on a reconstitué les films, mais on n'est même pas exactement sûr que ce montage soit celui qui correspond à... Ce sont des versions de travail, en fait, qui correspondent aux projections de l'époque. Donc ça en dit long sur le travail de restauration qui a dû être fait et sur l'oubli dont a été victime ce grand poète en fait, du cinéma. Donc rapidement, deux, trois pistes sur le film. Ce qu'on voit clairement, Buster Keaton, c'est l'artiste du mouvement, c'est l'acrobate. Et le film joue sur 2 tendances. C'est quelqu'un qui est sous pression. Il ne faut pas oublier qu'on est un an avant la crise de 29 et qu'on parle aussi d'une société qui est sous pression. On voit un enfant qui essaye d'être à la hauteur du père. Alors, le thème du père est assez important pour Buster Keaton puisqu'il est lui-même celui qui a été de manière assez brutale introduit au monde du spectacle par son père, qui d'ailleurs disait dans les spectacles que son fils avait été un jour porté par une tornade d'un bout à l'autre de la rue. Donc ce film-là évoque un petit peu cette idée-là. Et le père joue, il y a un petit rôle, c'est celui qui joue le barbier dans le film. Et donc ce rapport au père, c'est cette première pression, ce premier cadre extrêmement contraignant. Et Buster,
enfin son personnage n'est pas à la hauteur du père. Le père lui-même n'est pas à la hauteur d'un monde dans lequel on essaye d'avoir le monopole. On voit King qui a absolument gagné toute la rivière et tous les environs. Et vous avez ensuite évidemment la pression de est-ce qu'il va être un marin, est-ce qu'il va être un bon fils, est-ce qu'il va être aussi un bon gendre et un bon mari. Et dans tous ces cadres extrêmement contraignants, eh bien, il va y avoir la catastrophe qui au début fait du personnage un anti-héros et qui ensuite, à partir du moment où les éléments se déchaînent et deviennent eux-mêmes catastrophiques, eh bien, il va y avoir une sorte d'osmose entre l'acrobate et ce chaos absolu. Et le chaos, c'est celui qui fait voler toutes les barrières en éclats. Plus rien ne fonctionne. Hein, et la première victime, c'est évidemment celui qui avait mis en place des cadres partout par son monopole financier, King. Et dans cette tempête-là, eh bien, le virtuose, c'est celui qui arrive à saisir au vol toutes les opportunités et qui va finir par sauver tout le monde et avoir le happy end de circonstance. Donc, on voit bien quelque chose d'à la fois très virtuose de la part de Keaton, mais en même temps aussi très mélancolique, parce que cette tempête, c'est aussi celle de sa vie. C'est quelqu'un qui se jette à corps perdu dans un cinéma et il sait que c'est en train de se terminer. Et il est là dans son avant-dernier grand film. Et c'est ce mélange entre la catastrophe poétique, visuelle, comique et la catastrophe de sa carrière qui fait tout le charme de ce film. Merci de votre attention.